tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un peu spéciale parce que je la dédie à ce mois de Fashion Week qui s'est donc écoulé de mi-février à mi-mars. Donc là on va parler de la Fashion Week de New York et de celle de Londres, et dans la prochaine vidéo ce sera celle de Milan et de Paris. Alors déjà pour commencer, j'ai décidé de faire un petit point. Qu'est-ce que c'est une Fashion Week? Alors la Fashion Week, c'est l'occasion pour de nombreux créateurs et créatrices de montrer leur prochaine collection. Pour faire simple, on va dire qu'il y a 3 types de Fashion Week. Pour commencer, il y a la haute couture qui est exclusivement basée à Paris. Il faut savoir que le terme haute couture, c'est une appellation juridiquement protégée. En fait, il faut correspondre à plusieurs critères pour pouvoir avoir cette appellation. Les vêtements doivent être fabriqués à la main dans les ateliers de la maison. Il doit aussi y avoir un certain nombre d'employés dans les ateliers et la marque doit faire au moins 2 défilés par an. Il n'y a qu'un petit nombre de maisons qui ont droit à cette appellation. Je pense notamment à Chanel, à Dior ou encore Schiaparelli. Ensuite, on a la Fashion Week prêt-à-porter qui est celle dont on va parler aujourd'hui, qui est, comme son nom l'indique, dédiée aux habits que l'on va porter dans la vie de tous les jours. Alors depuis les années 70, c'est le prêt-à-porter qui a un peu plus pris le pas sur la haute couture parce que c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les défilés croisières. Alors les collections croisières, à l'origine, c'est plutôt dédié à une clientèle assez privilégiée qui est en recherche d'une garde-robe qui soit adaptée à ces différents voyages. Alors aujourd'hui, ces collections croisières, c'est plus des collections qu'on peut qualifier d'intemporelles, qui sont pas vraiment rattachées à des saisons et qu'on peut porter un peu toute l'année. Historiquement, la Fashion Week de New York, c'est celle un peu de la nouveauté, c'est celle qui a vu émerger pas mal de nouveaux créateurs. Alors cette année, il y a énormément de créateurs qui sont habitués à la Fashion Week de New York qui étaient absents. Par exemple, on a pu noter l'absence de Michael Kors, de Calvin Klein, de Ralph Lauren ou de Marc Jacobs qui en fait ont décidé de défiler en dehors du calendrier de la Fashion Week. Alors cette saison, comme la dernière, c'est le créateur canadien Jason Wu qui a ouvert la Fashion Week de New York. Et c'est un des rares créateurs à avoir tenu à faire son défilé en présence de public. Et comme vous pouvez le voir, pour son défilé, il a recréé une épicerie des années 1950. Et c'est un décor qui fait penser dans une moindre mesure à la collection automne-hiver 2014 de Chanel, donc par Karl Lagerfeld. Et en fait, ils avaient recréé dans le Grand Palais un supermarché, mais donc c'était vraiment un truc XXL assez énorme. Donc ce qui est intéressant dans le défilé de Jason Wu, c'est qu'il a vraiment voulu faire appel au côté nostalgique de son enfance, parce qu'il a grandi dans la Nouvelle-Angleterre au Canada. En fait, si on s'attarde un petit peu, on voit qu'il y a pas mal de pièces qui sont aux couleurs de la marque Coca-Cola, qui est en fait le sponsor de l'événement. Donc on peut voir notamment une blouse à col lavalière avec des bouteilles en verre de Coca-Cola, et il y a aussi des bouteilles de Coca-Cola qui sont disposées dans cette épicerie recréée. Ensuite, j'aimerais vous parler de la 4e collection de la marque Maisie Whelan. En fait, c'est une marque créée par Maisie Schloss qui a seulement 29 ans. Et en fait, c'est la première bénéficiaire de l'incubateur de jeunes talents de la mode mis en place par Kanye West en 2019. Donc c'était une sorte de bourse qui lui a permis notamment de financer ses premières collections et d'avoir pas mal aussi d'attention médiatique. Donc là encore, on a un défilé qui est filmé mais qui cette fois se déroule à huis clos, donc il n'y a pas de public. Pour cette collection, Maisie Schloss, elle a recréé un univers un peu particulier. Elle a fait défiler ses mannequins déjà dans de l'eau. Les murs étaient recouverts de sortes de draps un peu vert pâle. Et il y avait notamment une musique d'ambiance assez particulière, quelque chose d'assez planant. Et on pouvait aussi entendre des sortes de murmures. Et en fait, c'était une référence, on va dire, à l'ancien monde des défilés où les gens étaient encore présents, où il y avait du public. Donc il y a déjà cette idée un peu de nostalgie alors que c'était à peine il y a un an. En ce qui concerne la collection en elle-même, le point de départ c'était vraiment l'idée de confort, et on voit que c'est un peu quelque chose qui revient souvent chez les créateurs. Il y a quand même pas mal de vêtements qui sont faits pour sortir le soir, qui est quelque chose qui est quand même ancré dans l'ADN de la marque, mais qui sont assez revisités dans des matières un peu doudou. Par exemple, on retrouve pas mal de leggings, de sweats qui sont totalement oversize, de pantalons en velours frappé ou encore de robes fluides et longues, légères, donc qui peuvent autant se porter la journée que le soir.
Un autre défilé qui s'est fait les pieds dans l'eau, c'est celui de Gabriela Hearst. Alors Gabriela Hearst, c'est une créatrice uruguayenne. Pour sa collection automne-hiver 2021, elle s'est notamment inspirée de Hildegarde de Bingen, qui est une nonne bénédictine, médecin, compositrice et femme de lettres du XIIe siècle. Alors c'est un peu particulier comme inspiration, mais en fait elle est considérée comme la première naturaliste d'Allemagne. Et en fait c'est cette proximité avec la nature qui la rapproche un peu de Gabriela Hearst et de ce qu'elle a voulu véhiculer. Parce qu'en fait, l'essence de Gabriela Hearst, c'est de réutiliser les anciens vêtements. Donc, elle est très engagée dans la mode durable, dans l'upcycling, etc. Par exemple, 40% de sa dernière collection était faite à base de vêtements upcyclés. Et c'est notamment grâce à cette vision un peu éco-responsable de la mode qu'elle a été choisie comme la nouvelle directrice artistique de la marque Chloé. Et donc, son premier défilé pour la marque Chloé s'est déroulé pendant la Fashion Week de Paris, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Donc comme je l'ai dit, pour sa propre marque, Gabriela Hearst a décidé de mettre la nature au centre de sa propre collection. Elle a même fait participer sa fille de 12 ans qui a réinterprété les fleurs peintes par Hildegarde et elle les a fait apparaître sur des robes en soie ou encore en version crochet sur des pulls et des jupes en maille. Comme Gabriela Hearst, Tommy Bongo est un fervent défenseur de l'upcycling. Il y fait notamment référence dans sa dernière collection nommée Lost and Found, qui veut dire objet trouvé. Il y présente des pièces qu'il a chinées lors de ses voyages entre la côte est et la côte ouest des États-Unis et qu'il a ensuite transformées à l'image de ses pantalons cargo ou de ses combinaisons. Ce qu'il a aussi voulu mettre en avant, c'est l'aspect assez utilitaire et fonctionnel de ses habits, comme des poches qu'on peut détacher ou encore des manches amovibles. Et dans sa vidéo de présentation, on retrouve un peu cet aspect ludique et pratique, il fait défiler, à défaut de podium, ses mannequins sur un tapis roulant. Tia Adeola, c'est une créatrice américano-nigériane de seulement 24 ans qui a étudié l'histoire de l'art et qui est notamment connue pour son amour de la Renaissance. On a notamment pu voir ses créations sur Dua Lipa, sur Gigi Hadid ou encore sur Lizzo. Pour cette collection, elle a notamment voulu mettre en valeur le corps des femmes noires à travers le prisme du luxe et de l'imaginaire. Côté inspiration, elle s'est tournée du côté de Marie-Antoinette et de ses dames de compagnie, et elle a transféré ses palettes de couleurs pastel et ce côté un peu décadent dans une garde-robe contemporaine. Comme poids lourd de cette Fashion Week de New York, il y avait tout de même Tom Ford qui est un peu obligé d'être là parce que c'est le président de l'association organisatrice de la Fashion Week de New York. Alors lui, il a eu pas mal de soucis. Il y a eu 2 cas de Covid-19 dans son atelier, donc il a été obligé de mettre certains de ses employés en quarantaine, ce qui a décalé de 19 jours la présentation de sa collection. Pour cette collection, il a dit s'être inspiré d'Edith Sedgwick, qui est une actrice et modèle phare des années 1960, qui était notamment la muse d'Andy Warhol. À travers son défilé, il a voulu montrer une femme sexy, badass et décontractée à la fois. Il a un peu voulu jouer avec les looks, un peu décomplexer ce côté luxueux, en associant par exemple une blouse à dentelle avec un jean délavé. Encore une fois, on sent vraiment l'impact de cette pandémie avec ses conférences Zoom à répétition, cette envie d'être confortable et de se trimballer en sous-vêtements toute la journée. En bref, on peut qualifier cette Fashion Week de New York d'assez désorganisée, même si elle nous a offert quelques jolis moments. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la marque Proenza Schouler, qui a longtemps fait savoir qu'elle était anti-Trump, a fait défiler Ella Hemsworth, qui est la belle-fille de Kamala Harris, qui est donc la vice-présidente actuelle de Joe Biden. Passons maintenant à la Fashion Week de Londres. Alors dans la capitale britannique, les défilés physiques étaient carrément interdits, donc au moins c'est réglé. Il y a pas mal de créateurs qui délaissent les collections genrées et ça se voit particulièrement à la Fashion Week de Londres. Et le créateur britannique Harris Reid est un exemple assez parlant de cette évolution. Harris Reid, il s'est notamment fait connaître parce que c'est lui qui a créé l'une des tenues que Harry Styles a portées pour le numéro de décembre de Vogue États-Unis. Donc c'est un numéro qui a fait pas mal de bruit parce que Harry Styles, c'est le premier homme à apparaître en couverture de Vogue, donc c'est un événement assez important. Et pour ce look, on trouvait déjà bien la patte de Harris Reid, c'est-à-dire que Harry Styles portait une veste de tailleur à épaulettes assez larges, associée à une jupe avec des armatures visibles ainsi que du tulle. Et c'est vrai que cet événement, c'était un peu un gros tournant dans sa carrière parce que ça lui a permis notamment de lancer sa première collection dont je vais vous parler tout de suite. Alors déjà, c'est une collection qui est assez réduite puisqu'il y a seulement 6 tenues qu'on peut qualifier de demi-couture. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, on peut pas utiliser le terme de haute couture qui est une appellation protégée, mais comme toutes les pièces sont fabriquées à la main avec extrêmement de minutie, on qualifie ça de demi-couture qui est dans les faits très proche de la haute couture.
Donc vous l'aurez compris, l'idée de Harris Reed, c'est vraiment de rendre le genre du vêtement totalement fluide, que les hommes puissent porter des robes et des talons et que ce soit totalement normal et accepté. Dans ce look, on retrouve bien cette idée de costume déstructuré, donc un haut très masculin avec une sorte de gerbe de tulle en dégradé de bleu qui jaillit un peu comme ça de la veste. Dans cet autre look, on voit une veste de costume asymétrique associée à un pantalon qui se termine en sorte de jupe façon sirène en tulle orange. Et pour son dernier look, il nous livre sa vision de la robe de mariée, parce qu'en fait, dans la haute couture, c'est un peu une tradition que le dernier look soit une robe de mariée revisitée par le créateur. Donc là, Harris Reed nous livre une version totalement androgyne, et en fait, il a fait cette tenue à partir d'une robe de mariée déjà existante, c'est-à-dire qu'il a upcyclé une robe de mariée. Et ce qui est vraiment marquant dans cette tenue, c'est vraiment ce disque de tulle qui est énorme, à travers lequel passe le bras du mannequin. À travers cette collection, Harris Reed s'inspire énormément du mouvement punk et on va voir que c'est quelque chose qui va revenir très souvent dans la Fashion Week de Londres parce que c'est là où est né le mouvement punk, qui est un peu une sorte de révolte contre les codes moraux de la société. Il y a un peu cette idée de renverser ce qui a été établi comme beau et comme étant acceptable. Toujours dans cette idée de fluidité du genre, on a Bethany Williams qui a créé une collection de manteaux unisexes. C'est un partenariat avec la marque Selfridges qui est un grand magasin britannique, un peu l'équivalent des Galeries Lafayette en France. Et ce sont des manteaux qui sont fabriqués à partir de couvertures qui donc ont été recyclées. Elle a notamment puisé une partie de son inspiration au musée de l'enfance à Londres où elle a vu des vêtements pour petits garçons qui s'appellent les skeleton suits, qui en fait étaient très populaires au début du 19e siècle, qui consiste à un pantalon de taille haute avec des boutons qui étaient attachés à une veste. Encore une fois, c'est une collection qui est pas très fournie, mais je trouve les manteaux très réussis. Cet effet couverture et donc cocooning est vraiment très bien rendu tout en faisant très luxe. Chez Molly Goddard aussi, on joue énormément avec le genre et avec l'esprit punk. On le retrouve dans les couleurs très tranchées, dans le tartan, dans le tulle, mais aussi dans la mise en beauté avec un maquillage très dramatique, des aplats de couleurs qui ont l'air d'être mis à la va-vite mais qui bien sûr ne le sont pas, et aussi des coiffures très volumineuses qui font penser à la fin des années 70, début des années 80. Pour cette collection, Molly Goddard, elle s'est confiée sur la difficulté d'être confinée et d'être contrainte dans ses mouvements et donc de ne pas pouvoir trouver son inspiration lors de ses voyages. Elle s'est donc plongée dans sa bibliothèque personnelle. Elle est notamment tombée sur des livres de photographie d'intérieur chic et de portraits de familles de bonnes familles qui l'ont pas mal inspirée pour cette collection. Elle a vraiment voulu livrer des habits qui sont intergénérationnels. Donc comme je le disais, dans ce défilé, il y a énormément de tulle qui est un peu la marque de fabrique de la créatrice. Il y a des pulls en jacquard, des bottines à plateforme qui en fait sont très réminiscents du style britannique. Et bien sûr, il y a des kilts qui, eux, sont fabriqués dans des usines écossaises. Et c'est aussi une des marques de fabrique de Molly Goddard qui est de travailler local avec des artisans locaux. Personnellement, c'est une collection qui m'a beaucoup séduite, alors que de base, je suis pas forcément attirée par le tulle qui peut vite faire princesse meringue ou alors danseuse étoile. Je vous ai déjà parlé de la créatrice irlandaise Simone Rocha qui a sorti une collection capsule en collaboration avec H&M. Et il faut dire que son défilé c'était vraiment un des points forts de la Fashion Week de Londres. Déjà pour sa vidéo de présentation parce qu'elle a fait le choix de faire défiler ses modèles dans une église catholique à 2 pas de Hyde Park. Et en fait c'est quelque chose de récurrent dans le travail de Simone Rocha de vouloir montrer ses vêtements dans des lieux historiques. Par exemple, elle a déjà fait un défilé dans un théâtre du 19e siècle ou encore à Lancaster House, un manoir où se trouvent les bureaux des affaires étrangères du Commonwealth. Cette collection, elle s'inscrit bien dans le style de la créatrice, qui a quelque chose d'un peu étrange, gothique, donc qui va très bien avec l'environnement, mais aussi de très romantique. Winter Roses, c'est le nom de cette collection, et en effet, la rose, c'est un symbole qu'on retrouve souvent dans ces collections, et cette fois ne fait pas exception, puisqu'on a énormément de roses noires tout au long de la collection, ou encore là, cet amas de roses blanches qui rendent la chemise asymétrique. Encore une fois, on retrouve pas mal cet esprit punk avec une sorte d'invitation à la rébellion. Par exemple, on a des chemises blanches et des vestes cintrées qui sont mariées avec d'énormes jupes en tulle noir, ou encore des broderies délicates de fleurs mariées à des boots noirs très imposantes à grosses plateformes. Et pour finir, je vais vous parler de la marque Maximilian qui a été créée par Maximilian Davis, originaire de Manchester. C'est seulement sa deuxième collection et on peut déjà voir que c'est un talent très prometteur. Cette collection, elle s'appelle Mass et ce qu'a vraiment voulu faire Maximilian Davis à travers elle, c'est faire rayonner l'élégance noire.
En fait, il a voulu rendre hommage à l'effervescence du milieu de la mode à la fin des années 60, début des années 70, tout en faisant résonner le talent des créateurs, des artistes et des modèles noirs qui ont été passés sous silence ces années-là. Pour cette collection, Maximilian Davis s'est notamment inspiré de Bosco Holder, qui est un peintre et danseur du XXe siècle, et originaire de l'île de Trinité dans les Antilles, dont est également originaire le créateur. Il s'est aussi inspiré de la musique disco de Donna Summer et de la vie nocturne des années 70. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans ses lunettes de soleil / masque de ski aux formes arrondies, et aussi cette boucle de ceinture ovale qui est très réminiscente des années 60-70. On retrouve aussi cet esprit sur cette tenue noire et blanche qui est entièrement recouverte du logo de la marque, qui moi me fait penser un peu à ces flammes qu'on pouvait voir en bas des pantalons pas def, un peu ambiance Saturday Night Fever. Maximilian Davis, il fait aussi appel à ses souvenirs d'enfance quand il allait rendre visite à ses grands-parents sur l'île de Trinité, notamment à travers ce pantalon en cuir inspiré du canapé de sa grand-mère, ou encore à cette robe du soir qui rend hommage au coussin du salon. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que Maximilian Davis va nous offrir dans ses prochaines collections. Pour conclure, je trouve que cette Fashion Week de Londres était vraiment riche, que ce soit au niveau de la créativité ou de la diversité. Déjà qu'avec la crise sanitaire, c'était très compliqué, le Brexit a rendu encore plus difficile la circulation des personnes et des marchandises nécessaires aux créateurs. Il faut savoir que la mode britannique, c'est 890 000 emplois et le British Fashion Council a prévu la disparition de 240 000 de ces emplois. Donc je trouve que malgré tous ces obstacles et ces contraintes, on a eu le droit à une Fashion Week de Londres très qualitative et prometteuse pour la suite. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, quel défilé vous avez préféré, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur la Fashion Week de Milan et de Paris. Ciao!